Et si le pire tyran de l'histoire romaine n'était pas celui qui voulait conquérir le monde, mais celui qui voulait qu'on l'écoute chanter pendant que tout brûlait? C'est une nuit sans fin. Le ciel est rouge, les murs suintent de chaleur, les cris se mêlent au craquement de pierres. Rome brûle, des temples s'effondrent, des enfants disparaissent dans la fumée. Au sommet d'une colline, un homme vêtu d'or et drapé de pourpre observe, impassible. Il ne crie pas, il ne pleure pas, il chante. Son nom? Néron, l'empereur, le monstre, l'artiste maudit. Nous sommes en l'an 54 après Jésus-Christ. L'Empire romain est au sommet de sa puissance. Et soudain, un jeune homme de 16 ans, aux boucles dorées et au regard pénétrant, monte sur le trône. Le peuple s'enthousiasme. Il est beau, il est cultivé, il joue de la lyre et récite les poètes grecs comme un dieu vivant. Mais derrière cette façade charmante, un volcan de vanité couve. Dès les premières années de son règne, Néron méprise les traditions. Il évince les sages, humilie les sénateurs, transforme le pouvoir en spectacle. Il ne veut pas gouverner, il veut jouer. Jouer la comédie, déclamer ses vers, être adoré non pour sa force, mais pour son génie. L'Empire n'est pour lui qu'une scène, et les citoyens, un public captif. Et pour être acclamé, il est prêt à tout, absolument tout. L'an 64 marque le début de la fin. Une nuit, un incendie éclate dans le quartier du Circus Maximus. En quelques heures, les flammes dévorent le cœur de Rome. Les maisons s'effondrent, les rues fondent, des milliers périssent. La ville, en 6 jours, est réduite en cendres. Et Néron? Il se tient sur une terrasse de marbre. Il tient sa lyre. Il récite la chute de Troie, vêtu d'un manteau de Seine, la voix posée, les yeux brillants. Il contemple sa capitale en ruine comme un artiste contemple sa toile terminée. Rome hurle. Lui, il applaudit. Les rumeurs enflent. Et si l'incendie n'était pas accidentel? Et si c'était lui, l'empereur artiste, qui avait allumé le feu pour satisfaire un caprice de mégalomane, pour raser l'ancienne Rome et bâtir sa propre vision, la Domus Aurea, un palais doré de plusieurs hectares, au centre duquel trônerait sa statue de 30 mètres. La colère monte, il faut un responsable. Et Néron, dans un retournement machiavélique, accuse les chrétiens, une secte encore marginale, silencieuse, parfaite pour être sacrifiée. Commence alors l'une des pires persécutions de l'histoire. Des centaines d'innocents sont crucifiés, décapités, brûlés vifs. Certains sont enduits de poids, transformés en torches vivantes pour illuminer les jardins impériaux la nuit. Néron s'y promène, discutant poésie, tandis que des hommes hurlent à la mort dans les haies. L'horreur devient rituel, le meurtre devient décor. Et pendant que Rome pleure, la Gaule écoute, car au nord de l'Empire, les cités gauloises, Lugdunum, Lyon, Nemausus, Nîmes, Lutetia, Paris, observant, elles craignent. Elles entendent que Néron veut venir, pas pour visiter, non, pour monter sur scène. Il rêve de réciter ses vers à Lugdunum, de faire pleurer les Gaulois d'émotion, comme il le dit lui-même. Mais pour la Gaule, ce n'est pas un poète qui approche, c'est un incendiaire couronné. Un homme capable d'allumer un brasier pour entendre un tonnerre d'applaudissements. Un homme qui pense que le sang est un pigment comme un autre sur la toile de sa grandeur. Ce n'est pas un empereur qui est venu, mais un rôle. Et ce rôle, c'est la folie. Rome a déjà goûté à la tragédie. La Gaule, elle, s'y prépare. Et dans l'ombre, un gouverneur silencieux aiguise sa plume et son glaive. L'homme qui jouait de la lyre pendant que Rome brûlait allait bientôt jouer un rôle bien plus sinistre, celui d'un tueur dans sa propre famille. Tout commence par celle qui l'a mise au monde. Agrippine la jeune, sa mère, ambitieuse, manipulatrice, mais aussi la vraie architecte de son pouvoir. Sans elle, Néron ne serait jamais monté sur le trône. Et pourtant, c'est elle qui allait être sa première victime. Au début, il la vénère, il l'écoute, il obéit. Mais plus le pouvoir s'enracine en lui, plus il veut l'éloigner. Agrippine tente de garder son influence, mais l'empereur adolescent devient un homme avide de contrôle total. Elle devient une ombre gênante. Il essaie d'abord de l'isoler, puis de l'humilier, et enfin, de la tuer. Le premier plan est grotesque. Il fait construire un bateau truqué, censé se désassembler en pleine mer. Agrippine survit à la tentative, nage jusqu'au rivage. Humilié, Néron abandonne toute subtilité. Il envoie des soldats. Il pénètre dans la villa d'Agrippine à la nuit tombée et la poignarde. Selon certaines sources, elle aurait murmuré avant de mourir. « Frappez mon ventre, c'est là qu'est né ce monstre. » Mais ce n'est pas fini, car l'amour chez Néron est toujours accompagné de sang. Sa première épouse, Octavie, douce, noble et aimée du peuple, devient rapidement un obstacle.
Néron ne la supporte plus. Il l'accuse faussement d'adultère. Il la fait exiler, puis étrangler dans son bain. Quand le peuple romain apprend sa mort, il se soulève. Des émeutes éclatent, mais Néron s'en moque. Il a déjà une nouvelle muse, Poppée Sabina. Poppée, belle et rusée, règne sur le cœur de Néron, mais leur relation devient toxique. Lors d'une dispute, Poppée, alors enceinte, le provoque. Néron, fou de rage, la frappe au ventre à coups de pied. Elle meurt peu après, avec l'enfant à naître. L'empereur s'enferme dans un deuil théâtral, ordonne des funérailles grandioses, puis épouse un jeune homme qu'il fait castrer et maquiller pour ressembler à Poppée. Les dieux se taisent, le Sénat tremble, la Gaule observe. Car à ce moment-là, Néron regarde vers l'ouest. Son regard se fixe sur la Gaule, un territoire vaste, riche, stratégique. Mais il ne veut pas seulement y imposer sa loi, il veut y construire une seconde capitale, une Rome nouvelle, sous son image. En 67, il ordonne des travaux monumentaux à Lugdunum, Lyon. Il envoie des architectes, des marbres rares, des ouvriers. Pas pour le Sénat, pas pour l'armée, pour un théâtre gigantesque, où il pourra, selon ses mots, faire pleurer les Gaulois d'émotion en récitant mes vers. Les élites gauloises sont partagées. Certains voient une opportunité, accueillir l'empereur, renforcer leur position. D'autres murmurent « Si cet homme brûle Rome pour écrire une pièce, que fera-t-il de Lyon ?» Mais un danger plus grand se profile, la révolte. Car pendant que Néron joue à l'artiste, les provinces grondent. En Espagne, en Afrique, en Orient et bientôt en Gaule, les gouverneurs se concertent. On le soupçonne d'avoir ruiné le trésor impérial, vidé les temples et assassiné les meilleurs généraux. Et un nom commence à circuler, un nom redouté à Rome, Julius Vindex, gouverneur de la Gaule lyonnaise. Ce noble Gaulois romanisé, cultivé, respecté, prépare l'impensable, une rébellion contre Néron lui-même. Il envoie des messages aux autres légions. Il parle de liberté, de justice, de Rome sauvée de la tyrannie. La Gaule, que Néron croyait conquise par ses vers, est sur le point de devenir le berceau de sa chute. Il croyait régner par le théâtre, mais il ne jouait pas dans une tragédie. Il en était le héros maudit. Ce n'est plus une rumeur, c'est un cri. Un gouverneur de Gaule s'est levé, il a osé défier Néron, et toute une province écoute. Pour la première fois, l'Empire tremble de l'intérieur. Le nom de Julius Vindex n'est plus un simple murmure dans les couloirs. Il devient une déclaration de guerre. Vindex, gouverneur de la Gaule lyonnaise, issu d'une noblesse gauloise romanisée, a décidé de mettre fin à la folie de l'empereur. Et il ne se cache pas. Dans ses lettres ouvertes, il accuse Néron de tous les crimes, meurtres, incendies, débauches, tyrannie. Il appelle à l'unité des provinces contre le comédien couronné, celui qui détruit Rome tout en la chantant. Il ne cherche pas le pouvoir pour lui-même. Il veut remettre l'Empire entre les mains d'un homme juste. Son choix se porte sur Galba, gouverneur de l'Hispanie. Un homme respecté, militaire de carrière, aux ambitions claires. Le message est simple. Néron n'est plus l'empereur de Rome. L'histoire a besoin d'un homme, pas d'un monstre. Pendant ce temps, à Rome, Néron joue toujours. Il ignore les avertissements, ou pire, en rite. Il croit que Vindex n'est qu'un insecte, que la Gaule est une scène, que tout se terminera par des applaudissements. Mais les applaudissements se transforment en sabots de chevaux. Les provinces basculent, la légitimité de Néron s'effondre. Et surtout, les sénateurs, jadis complices silencieux, sentent que le vent tourne. En Gaule, Vindex tente de rallier les légions voisines. Mais l'une d'elles, dirigée par Rufus Verginius, refuse de se joindre à lui. Le choc est brutal. Les armées se font face à Besançon, Vésontio. La bataille tourne au désastre. Les hommes de Vindex sont battus. Et lui, pour ne pas être capturé, se donne la mort d'un coup d'épée. Mais même mort, Vindex a gagné. Sa révolte a brisé l'illusion d'un empire uni derrière Néron. À Rome, c'est le chaos. Galba se proclame empereur. Le Sénat, jusqu'ici paralysé, ose enfin parler. Certains disent tout haut ce que d'autres chuchotaient depuis des années. Néron est un fou, un danger, une honte. Lorsque Néron apprend la nouvelle, il perd le masque. L'homme de théâtre, le poète des flammes, n'est plus. Il devient un fugitif. Il tente de fuir Rome. Il se déguise. Il supplie les soldats de rester fidèles. Mais aucun ne bouge. Ils détournent le regard. Ils savent, le rideau est tombé. Dans sa fuite, il demande aux quelques esclaves restants de l'aider à se suicider. Mais personne n'ose lever la main sur lui. Alors, tremblant, Néron tente de s'enfoncer une dague dans la gorge. Mais même cela, il échoue.
Il meurt finalement avec l'aide d'un serviteur. Ses derniers mots seraient « Qualis artifex pereo ». Quel artiste meurt avec moi? Rome ne pleure pas, elle respire. La Gaule, elle, se tait. Car même si Néron est mort, son ombre plane toujours. Lugdunum, qui avait failli devenir sa scène impériale, garde en mémoire cette époque trouble. Le théâtre qu'il voulait y construire ne verra jamais le jour. Mais le souvenir de sa mégalomanie, lui, restera. Vindex a échoué militairement, mais il a tué un monstre. Et l'histoire, parfois, préfère les héros morts aux tyrans vivants. On peut brûler des villes, on peut tuer sa mère, on peut s'autoproclamer Dieu vivant, mais on ne peut pas échapper à l'histoire. Quand le corps de Néron est déposé à la hâte dans une tombe anonyme, aucun cortège impérial ne l'accompagne. Aucun sénateur ne prononce d'éloge. Rome tourne la page avec rage, presque avec soulagement. Mais la Gaule, elle, ne l'oublie pas. Car même si la tentative de Julius Vindex s'est achevée dans le sang, même si Néron est mort loin des terres gauloises, c'est sur ces terres que la légitimité impériale s'est effondrée. C'est à Lugdunum, dans l'esprit d'un gouverneur courageux, qu'est né le rêve d'une Rome sans tyran. Après la mort de Néron, un étrange phénomène surgit dans l'Empire, des imposteurs. Plusieurs hommes, à travers les provinces, y compris en Asie mineure et en Gaule, se font passer pour Néron revenu d'entre les morts. On les appelle les faux Nérons. Et parfois, ils parviennent à rassembler de véritables armées. Pourquoi un tel mythe? Parce que l'image de Néron reste double, même après sa chute. Pour certains, il était un dieu, un artiste, un incompris. Pour d'autres, il reste la bête de l'Apocalypse. Et cette ambivalence hante la Gaule. À Lugdunum, plusieurs décennies après sa mort, des pièces à son effigie circulent encore. Certains temples, discrètement, continuent d'entretenir sa mémoire. Mais dans les récits populaires, dans les tavernes, dans les histoires transmises de père en fils, Néron devient un symbole de chaos. On raconte qu'il aurait voulu incendier Lyon comme il l'avait fait à Rome. On chuchote qu'il avait des plans pour bâtir un cirque où les Gaulois seraient jetés aux bêtes. On jure que son ombre rôde encore sur les rives de la Saône. Et surtout, on se souvient de Vindex. Le nom du gouverneur résonne comme une prophétie manquée. Il aurait pu libérer la Gaule. Il aurait pu inverser le cours de l'histoire. Mais il est mort seul, dans le silence. Et cette solitude reste une blessure ouverte dans la mémoire gauloise. Mais Néron a laissé un autre héritage, la peur du pouvoir fou. Après lui, chaque empereur est scruté, suspecté. Le mot « tyran » entre dans les lexiques politiques. Et les Gaulois, autrefois soumis, deviennent vigilants. Plus jamais, ils n'embrasseront un empereur sans mesurer la portée de ses actes. Lorsque, 3 siècles plus tard, les premiers chrétiens construisent les bases d'une nouvelle foi en Gaule, ils pointent du doigt Néron comme le prototype de l'Antéchrist, celui qui persécuta les innocents, celui qui fit de la douleur un spectacle. Néron n'a pas seulement tué sa mère, il a tué l'innocence de l'Empire. Aujourd'hui encore, en arpentant les ruines romaines de Lyon, en visitant les amphithéâtres, en lisant les inscriptions, on sent cette tension. Ce passé où la frontière entre art et barbarie s'est effondrée. Néron rêvait que la Gaule l'applaudisse, elle l'a défié, et elle s'en souvient. Conclusion finale. Il voulait des statues à son image. Il a eu des malédictions. Il voulait écrire l'histoire avec des vers. Il l'a écrite avec du sang.